Bonjour à toutes et à tous. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons depuis notre studio pour cette nouvelle édition de Défi Gouvernance, qui succède à Cap Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux et aux bonnes pratiques de la gouvernance d'entreprise. Nous sommes le jeudi 16 mai 2024. Au micro, Jean-Jacques Dègre, professeur émérite de l'École de droit de la Sorbonne, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, et Pierre-Yves Le Naourès, directeur au sein des activités de conseil de KPMG France. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à toutes et à tous. Les entreprises font face à une pression grandissante d'acteurs qui s'invitent de plus en plus dans le monde économique, les parties prenantes. Ces dernières sont aidées en cela par les nouvelles réglementations européennes, CSRD et CS3D, qui les positionnent comme des interlocuteurs clés de l'entreprise sur les grands enjeux ESG. Ces parties prenantes sont très diverses, allant par exemple des salariés aux ONG, en passant par les consommateurs. Elles ont toutes le même objectif global, influencer le modèle d'affaires pour mieux répondre à leurs attentes spécifiques. Mais satisfaire chacune d'entre elles relève d'une véritable gageure. Ignorer les parties prenantes n'est cependant plus une option pour les entreprises. Jean-Jacques, c'est un sujet complexe et hautement sensible sur lequel le conseil et ses administrateurs ont un rôle primordial à jouer. Oui Pierre-Yves, même si c'est un sujet encore nouveau pour beaucoup de groupes, il est impératif que les conseils intègrent cette dimension dans leur mission de supervision et s'assurent qu'un dialogue constructif, au bénéfice de tous, soit instauré. Refuser ce dialogue, c'est risquer d'affaiblir durablement l'entreprise. Et c'est pour explorer les différentes facettes de cet enjeu et partager un ensemble de bonnes pratiques que nous accueillons à notre micro, dans quelques instants, Anne Houtin-Adam, vice-présidente de la commission juridique de l'Institut français des administrateurs, et Antoine Sautenet, directeur du développement durable du groupe Michelin, en charge de l'orchestration de la performance RSE dans ses dimensions sociales et environnementales. Après cette interview, nous ferons tous les deux, Jean-Jacques, le tour de l'essentiel de l'actualité de la gouvernance. Quels sont les sujets à la une de cette édition ? Parmi les sujets d'actualité, nous avons choisi d'évoquer aujourd'hui le projet de simplification de la réglementation de l'activité des entreprises, les mesures relatives au renforcement de l'attractivité de la place de Paris, et avant de partager quelques brèves, nous évoquerons le report de la ratification des normes ESRS dites sectorielles. Puis nous refermerons ce journal, comme à notre habitude, avec nos recommandations de lecture. Mais tout de suite, place à nos invités. Dans le paysage actuel des affaires, nous assistons à une évolution rapide et profonde des attentes sociétales et des pressions extérieures exercées sur les entreprises. D'une part, les préoccupations environnementales et sociétales prennent de plus en plus d'importance dans l'agenda public et les entreprises font face à de très fortes pressions pour qu'elles adoptent des pratiques plus responsables et durables. D'autre part, les actionnaires et les investisseurs institutionnels accordent également une attention croissante aux questions environnementales, sociales et de gouvernance. Dans ce contexte, les entreprises doivent répondre à des attentes souvent divergentes des différentes parties prenantes tout en maintenant leur compétitivité sur le marché mondial. Comment concilier profit et contribution au bien-être de la société et de l'environnement ? L'organisation et la gestion du dialogue avec les parties prenantes est une première réponse à ce défi. Quels enjeux ? Quelles bonnes pratiques adopter ? C'est ce que nous allons évoquer avec nos deux invités que nous avons le plaisir de recevoir, Anne Houtin-Adam et Antoine Sautenet. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Antoine. Bonjour Anne. Anne Houtin-Adam, vous êtes docteur en droit, vice-présidente de la commission juridique de l'IFA et vous enseignez à Sciences Po Paris. Dans vos précédentes fonctions, vous avez été directrice des politiques économiques et juridiques de la CCI Paris-Île-de-France et avez acquis une forte expertise sur les questions de gouvernance, de RSE et de médiation interentreprise. Vous êtes également co-auteur du Vademecum de l'administrateur, publié par l'IFA. Antoine Sautenet, vous êtes docteur en droit international et titulaire d'un master en économie à l'École normale supérieure. Vous avez rejoint le groupe Michelin en 2013 et avez occupé différents postes de responsable des affaires publiques et du commerce international en Amérique du Nord, Asie et en Europe. Et vous êtes actuellement directeur du développement durable au groupe, en charge de l'orchestration de la performance RSE dans ses dimensions sociales et environnementales. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir au micro de Défi Gouvernance. Anne Houtin-Adam, vous avez beaucoup réfléchi à la question des parties prenantes dans le cadre de l'ouvrage de l'IFA auquel vous avez activement participé. Au vu de vos recherches, comment définissez-vous une partie prenante et quelles en sont aujourd'hui les principales catégories ? Tout d'abord, l'expression partie prenante est d'origine anglaise, stakeholder, et signifie littéralement détenteur d'intérêt. Donc une partie prenante
c'est un détenteur d'intérêt. C'est une personne, qui peut être physique ou morale d'ailleurs, qui est intéressée ou impactée par l'activité d'une entreprise. Alors quand, nous avons, commis cet ouvrage, au sein de l'IFA en 2021, on était, au lendemain de la loi Pacte et cette question des parties prenantes, nous a semblé extrêmement, importante. On a vu effectivement, une évolution qui était en train de se faire inéluctablement sur, la place des parties prenantes au sein de la gouvernance de l'entreprise, puisque, finalement, il fallait se positionner autour de l'intérêt social, des enjeux sociaux environnementaux, de la raison d'être et de la société à mission. Donc, les données étaient fondamentalement différentes. Dès lors, nous avions, distingué 2 catégories. Alors, c'était les parties prenantes internes, comme les salariés, les syndicats, et puis les parties prenantes externes. Alors, c'est assez logique, hein, les clients, les fournisseurs, les pouvoirs publics, les collectivités locales, les ONG, les médias, mais sans vraiment ni intégrer ni exclure les actionnaires, parties traditionnellement constitutives, selon nous. Et depuis, les textes européens, en particulier la CSRD et la CS3D, ont opéré en quelque sorte un remodelage de la prise en compte des parties prenantes. C'est exactement ça, Pierre-Yves. C'est le terme, hein, remodelage, parce qu'on retrouve bien les mêmes. Mais en fait, maintenant, elles sont soit parties prenantes affectées positivement ou négativement par les activités de l'entreprise et ses relations d'affaires directes ou indirectes au travers de sa chaîne de valeur, soit parties prenantes concernées, parce que ce sont des utilisateurs des reportings de durabilité. Alors, qui sont les utilisateurs? Ça va être les investisseurs au sens large, les partenaires commerciaux, les partenaires sociaux, les syndicats, les représentants de la société civile et notamment les ONG. Et en quelque sorte, nouvelle étape, on assiste au repositionnement des parties prenantes de manière structurée, certes, hein, mais tout au long de la chaîne de valeur. Et finalement, ce qui est extrêmement important, autour du moteur de la création de valeur de l'entreprise. Et autre élément qui interpelle, ce sont les actionnaires. Les actionnaires ne sont plus présentés que comme une partie prenante parmi d'autres, comme les clients par exemple. Alors les parties prenantes sont donc multiples et dans le contexte de dérèglement climatique et de mise en œuvre de la directive CSRD, pourrait-on aller jusqu'à considérer que la nature est une partie prenante à part entière? Oui, absolument, Pierre-Yves. La nature est une partie prenante, mais une partie prenante silencieuse. Voilà donc la nature personnalisée, comme l'a fait remarquer Alain Couret, avocat et membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, et d'y ajouter: reste à savoir maintenant la forme que prendra la représentation de cette partie prenante, finalement peut-être la plus centrale, et la question de savoir qui parlera en son nom. Effectivement, c'est une bonne question. Alors vous venez d'insister sur la grande diversité des parties prenantes aujourd'hui. Pourquoi est-ce indispensable selon vous, Anoutin Adam, que les entreprises organisent leur dialogue et leurs relations avec ces parties prenantes? C'est certain, dans le nouveau contexte dans lequel nous sommes, les entreprises, elles doivent aligner leurs objectifs économiques et leur modèle d'affaires avec les besoins de la société civile et les intérêts des parties prenantes, hein. Et c'est une démarche qui n'est pas si évidente parce qu'elle va requérir une vraie réflexion stratégique et cette démarche, elle va aussi impliquer de s'assurer que l'impact des décisions sur les parties prenantes est bien pris en compte. Et ceci est d'autant plus incontournable que la loi française relative au devoir de vigilance, comme la directive CSRD, prévoit également la prise en compte des parties prenantes dans l'élaboration du plan de vigilance, comme dans la publication des informations en matière de durabilité. Alors, à cet égard, il est particulièrement intéressant de rappeler que le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 28 février 2023, dans le cadre de la loi française de 2017 sur le devoir de vigilance, souligne que le législateur a entendu imposer un processus collaboratif pour permettre à l'entreprise d'exécuter son obligation dans le cadre d'une co-construction et d'un dialogue entre les parties prenantes de l'entreprise et l'entreprise. Et comment peut s'organiser ce dialogue? Ce dialogue, il peut être multipolaire selon les situations concrètes, ces situations étant soit liées à l'entreprise elle-même, sa taille, son actionnariat, ou liées à son environnement, ses secteurs d'activité, ses marchés, ses activités à l'international. Et il est bien évident que les parties prenantes pourront varier ou être distribuées en fonction des problématiques à aborder
Et par là même, on voit bien que la première étape de la démarche est l'identification précise de ces parties prenantes. C'est tout à fait clair. Alors Michelin est une entreprise pionnière en matière d'organisation du dialogue avec ses parties prenantes, puisqu'un comité des parties prenantes a été mis en place dès 2016, c'est-à-dire avant même le vote de la loi Vigilance en 2017. Antoine Sautenay, quelle est la mission et les objectifs assignés à ce comité? Alors, en effet, Pierre-Yves, tout d'abord, le groupe Michelin est plutôt en avance de phase par rapport à la loi de vigilance de 2017. Et fondamentalement, c'est parce que Michelin croit aux vertus du dialogue continu, que vous avez mentionné, Anne, avec ses différents publics, qu'il a créé le comité des parties prenantes externes. Alors, quelle est sa mission et ses objectifs? D'abord, il est composé de personnalités externes et indépendantes, ainsi que des membres du comité exécutif du groupe. Et cette instance, elle joue un rôle de think tank au service des dirigeants du groupe. Et là, c'est le point central pour enrichir la vision tout durable du groupe Michelin. Ce comité les aide à mieux percevoir les évolutions de l'environnement et par là même à anticiper les nouvelles attentes et les défis sociétaux auxquels le groupe va être confronté. Et donc ce comité, il prépare la transformation d'entreprise en nourrissant sa vision prospective. Alors l'agenda des sessions avec les parties prenantes embrasse l'ensemble des dimensions du développement durable, des thématiques à la fois environnementales comme la question de la décarbonation ou la question de la biodiversité par exemple, mais aussi les questions sociales et sociétales comme la question des droits humains ou encore le sujet diversité et inclusion. En somme, le comité des parties prenantes offre un éclairage sur les solutions que le groupe peut mettre en œuvre pour contribuer à l'émergence d'un monde plus durable. Donc ça fait maintenant plus de 7 ans que ce comité existe. Et donc, quels sont les principaux enseignements que retire Michelin du dialogue avec ses parties prenantes, justement? Nous pouvons retenir principalement 2 enseignements. Le premier enseignement, c'est que ce dialogue, il est essentiel pour saisir les attentes de la société, mais surtout pour mieux comprendre les différentes dimensions du développement durable qui sont en évolution constante. De nouveaux sujets arrivent sur la table de manière régulière, sur la question des diversités et inclusion, sur la question du salaire décent, on y reviendra. Donc la multiplicité des sujets nous impose de travailler avec les parties prenantes. Deuxième enseignement, il est fondamental de renforcer le caractère continu de ce dialogue avec un rôle de consultation qui s'est, on peut le dire, considérablement renforcé avec les évolutions réglementaires qu'a évoqué Anne précédemment, la question du devoir de vigilance européen. Donc cette consultation, elle est désormais systémique et elle est fondamentale. Alors nous venons d'en discuter, organiser le dialogue avec les parties prenantes est aujourd'hui une nécessité pour les entreprises. Mais à votre avis, Anouta Adam, est-ce que ces parties prenantes peuvent exercer une réelle influence sur les entreprises et leur modèle d'affaires? Pour cela, il faut que les parties prenantes soient de véritables acteurs associés à la politique RSE d'entreprise, donc à la stratégie de l'entreprise. Or, on le voit bien, la démarche, elle n'est pas si facile, hein. Alors, j'ai envie de te dire de voir plusieurs étages. Premier étage de la fusée, on peut très bien envisager un échange avec les parties prenantes internes et externes pour collecter des informations par le biais de simples questionnaires ou d'enquêtes. Un deuxième étage peut se matérialiser à travers des lieux de rencontre, destinés à confronter les opinions et approfondir les questions spécifiques. Et enfin, le troisième et dernier étage de la fusée est incontestablement la mise en place d'un comité des parties prenantes, ce à quoi incite logiquement la transposition de ces fameux textes, la directive CSRD, et c'est l'avenir de la CS3D. Alors, instance consultative, hein, c'est important de le dire, ce comité ne prendra tout son sens et son intérêt qu'à condition que des liaisons solides soient mises en place entre lui-même, le COMEX et le conseil d'administration. Mais il ne faut pas se cacher que les mots ont toujours un sens, en tout cas celui qu'on veut leur donner, et que l'utilisation du terme comité retenu dans la pratique, comité des parties prenantes, renvoie très vite au comité du conseil. Et là, pareille confusion traduirait un dilemme sérieux. Sans compter avec les autres comités consultatifs satellites du conseil d'administration, comme le comité de la raison d'être, le comité de mission, d'autres lieux de pouvoir, finalement. Bon, et justement, Anouta Adam, la gestion de ces parties prenantes ne relève-t-elle que du COMEX? C'est incontestable. L'exemple du groupe Michelin, Antoine nous l'a montré, le COMEX a un rôle central à jouer. Et pour autant, il est indispensable que le conseil d'administration, notamment à travers son comité en charge de la RSE, soit impliqué dans ce dispositif. Et ce n'est qu'à cette condition, à mon sens, que le conseil pourra se saisir en pleine connaissance de cause des enjeux liés au développement durable des parties prenantes pour les traduire dans les orientations stratégiques de la société. Selon moi, le conseil l'administration doit être proactif.
S'il n'existe pas de comité des parties prenantes, par exemple, le Conseil peut inscrire à l'ordre du jour d'une de ses réunions la question, celle de l'opportunité d'en constituer un. Ensuite, pour faire prospérer la démarche, il doit être force de proposition auprès du management dans la définition des missions conférées au comité et s'assurer qu'il ait les moyens suffisants pour fonctionner efficacement. En tout état de cause, il lui faudra veiller au suivi des processus mis en place dans le cadre de la CSRD aux différentes étapes du reporting non financier. Il en va de même pour le devoir de vigilance afin de s'assurer que les parties prenantes ont bien été associées et à bon escient. Alors Antoine Sautenay, comme vous nous l'avez expliqué, les travaux du comité des parties prenantes servent à nourrir la réflexion de la direction générale sur de nombreux sujets. Avez-vous d'exemples concrets à nous partager sur l'impact que ce comité a eu sur des décisions opérationnelles de Michelin, voire certains sujets stratégiques? Oui, en effet, Pierre-Yves, il est utile ici de donner quelques exemples concrets pour comprendre les enseignements clés de ce dialogue, à la fois, encore une fois, dans ses dimensions environnementales et sociales que nous abordons de manière systémique. De nombreux sujets ont été abordés lors des comités des parties prenantes qui ont amené à réfléchir, à faire réfléchir le groupe sur nos stratégies et parfois, effectivement, sur des décisions opérationnelles. Par exemple, la question de la gestion du télétravail au moment du post-Covid a été une question clé que nous avons traitée avec nos parties prenantes pour ajuster, notamment dans le tertiaire, la manière dont nous devons gérer en commun ces horaires de travail. Autre exemple très concret, on a travaillé avec les parties prenantes sur la pertinence de l'approche mass balance pour lorsque nos clients, notamment nos clients constructeurs automobiles, nous interrogent sur nos trajectoires de décarbonation sur un territoire donné, en France ou en Europe. Donc des questions parfois très concrètes, très opérationnelles, parfois très stratégiques. Peut-être un autre exemple que je vous propose d'approfondir sur la dimension stratégique du rôle de ce comité des parties prenantes, que nous avons exposé lors du comité en 2022 et qui concerne notre stratégie relative aux matériaux dits durables. À ce sujet, Michelin s'est fixé un défi immense, intégrer 100% de matériaux durables en 2050 dans ses produits pneumatiques. Et le comité des parties prenantes, lors de ce comité en sécession en 2022, nous a justement interrogé sur le flou entretenu par cette notion de durabilité des matériaux qui, en tant que tel, recouvre à la fois les questions environnementales, mais aussi sociales. Et qu'est-ce qu'il est ressorti justement de cette interrogation? Eh bien, nous avons été amenés à ajuster et à préciser, je dirais, notre stratégie. D'abord, préférer à la notion de matériaux durables un vocable beaucoup plus précis qu'à la notion de matériaux renouvelables ou recyclés, car il s'agit en effet d'un des leviers spécifiques d'une stratégie plus large, celle de la préservation des ressources et de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité. Nous sommes là fondamentalement sur des sujets environnementaux et non sociaux. Et d'ailleurs, un objectif intermédiaire a été établi avec l'intégration de 40% de matériaux recyclés et renouvelables en moyenne sur l'ensemble de ces gammes d'ici à 2030. Et au fond, c'est le deuxième enseignement, garder la notion de durabilité, mais uniquement pour nos produits, au fond, en introduisant une notion dynamique vers des pneumatiques durables. Et cela implique d'intégrer, dans ce cas-là, une analyse du cycle de vie à la fois sur les plans environnementaux, mais également sur le plan social, afin de mieux appréhender notre empreinte sur ce sujet. Vous l'avez dit, les parties prenantes concernées peuvent varier en fonction des thématiques. On ne peut que recommander aux entreprises de recenser leurs principales parties prenantes et de réviser cette liste de manière régulière, voire de constituer plusieurs groupes de parties prenantes en fonction des thèmes environnement, social, gouvernance. Anouta Adam, quel rôle devraient avoir les administrateurs à ce propos? En tout cas, rien ne doit être figé. Tout doit pouvoir être adapté au contexte. Dès lors, il semble normal, dans le cas d'une gouvernance des entreprises davantage participative et inclusive, que le Conseil s'assure d'abord que les parties prenantes associées à la stratégie RSE sont à l'instant, je vais dire T, crédibles, représentatives, indépendantes, légitimes, et que, d'autre part, la question de leur hiérarchisation ou non a été bien posée. Les différentes catégories identifiées ont-elles le même rang? Au-delà, c'est à chaque groupe ou société de déterminer s'il souhaite mettre en place un processus large, systématique et holistique, ou une identification certes structurée mais plus ciblée des parties prenantes avec lesquelles établir un dialogue. Et d'autant que les enjeux en termes notamment de proposition de valeur ne seront probablement pas les mêmes vis-à-vis des clients, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis du territoire, etc. À chaque entreprise de construire un équilibre entre et avec ses parties prenantes. Et donc, qu'est-ce que vous recommandez?
Par exemple, il peut être tout à fait utile qu'une réunion annuelle du conseil soit consacrée à l'identification des parties prenantes pertinentes de l'entreprise en liaison avec les orientations stratégiques de la société. Et en tout état de cause, le conseil doit absolument veiller, dans un souci de transparence, que soit connue la liste des parties prenantes internes et externes identifiées et consultées, ainsi que les critères relatifs à leur sélection, comme le mode d'interaction utilisé avec celle-ci. Donc pour rebondir sur ce sujet, Antoine Sautenay, quelles sont justement les parties prenantes qui composent votre comité? Les dernières évolutions réglementaires comme la directive CSRD et la directive CS3D vous amènent-elles à faire évoluer cette composition? Alors, notre comité, il est composé de 12 membres représentatifs des principaux interlocuteurs du groupe. Fournisseurs, investisseurs, syndicats, clients, ONG, académiques, organisations internationales, issus de 4 continents différents. Il est essentiel de refléter la diversité de notre empreinte sur le plan industriel au niveau international. Par exemple, parmi les ONG figure le WWF, très utile, notamment sur les questions environnementales, de biodiversité, mais aussi la Fédération internationale des droits humains, mais également des clients, comme le groupe Toyota, avec la directrice du développement durable du groupe Toyota, qui est japonaise, ou encore Mobivia, pour le secteur privé. Mais nous avons également des acteurs, des organisations internationales avec nous, et en particulier une représentante du Pacte mondial des Nations Unies, qui est basée à New York. Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous des académiques de renom qui permettent de challenger la stratégie de développement durable du groupe, comme par exemple la philosophe Cécile Renoir, qui travaille en profondeur sur la question de la responsabilité sociétale des entreprises et la transformation écologique. À la question de savoir si les dernières évolutions réglementaires modifient cet équilibre, eh bien, fondamentalement, nous sommes incités à consulter de manière systémique les parties prenantes, mais le groupe Michelin, depuis longtemps, en fait, a cette pratique de consultation des parties prenantes qui devront simplement, en pratique, qui devront simplement se renforcer et s'internationaliser, pas uniquement au niveau européen, mais véritablement au niveau international, notamment dans l'exercice du devoir de vigilance qui arrive, donc cette fameuse CS3D au niveau européen. Pour vous donner un exemple de consultation issue des évolutions réglementaires, dans le cadre de la CSRD, cette fois-ci, nous avons consulté de manière ad hoc notre comité corporate des parties prenantes sur la question de la matrice de double matérialité, qui nous invite à penser à la fois l'impact de l'environnement sur l'entreprise, mais aussi de l'entreprise sur son environnement, qui est un élément clé et qui va permettre de piloter stratégiquement l'action de l'entreprise dans les années à venir. Donc des parties prenantes de très haut niveau pour le groupe Michelin. Et donc en préparant cette interview, vous nous avez dit que votre comité ne peut bien évidemment pas intégrer l'ensemble des parties prenantes de votre groupe et que vous organisez donc en parallèle des échanges avec certaines d'entre elles sur des sujets plus spécifiques. Sous quelle forme ces échanges? Alors en effet, nous sommes amenés à approfondir un certain nombre de sujets et donc de consulter les parties prenantes. Nous avons 2 cas de figure aujourd'hui sur cette consultation ad hoc des parties prenantes. D'abord, il est important de souligner que depuis 2015, donc avant même le comité corporate des parties prenantes de 2016, depuis 2015, le groupe Michelin a mis en place un comité ad hoc de ces parties prenantes sur le sujet très particulier du caoutchouc naturel durable. Et ces réunions sont organisées tous les 2 ans. Et dans ce cadre, le groupe Michelin rend compte des progrès réalisés sur cette thématique, notamment le soutien aux communautés locales impliquées dans l'EVA-culture et les progrès dans le domaine de la traçabilité de cette EVA-culture. Et puis, deuxième cas de figure, des consultations sont également organisées de manière tout à fait spécifique. Notamment, le groupe Michelin a consulté d'autres ONG, dont Transport et Environnement ou encore Europe Climate Foundation, sur des sujets cette fois-ci très techniques, liés notamment au plan de décarbonation de nos activités industrielles. Alors, nous venons de le voir, les parties prenantes peuvent être extrêmement diverses et gérer efficacement ce dialogue avec ces tiers au bénéfice de l'entreprise est un véritable enjeu pour l'entreprise. Alors, quelles bonnes pratiques pourriez-vous recommander à nos auditeurs, Anoutin Adam, en la matière? On pourrait s'inspirer d'ailleurs de quelques bonnes pratiques de Michelin, pour commencer. Et sur ce point, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il me semble indispensable que le conseil associe, en liaison avec le management, le comité des parties prenantes à la définition et à la mise en œuvre de la raison d'être. Je pense que c'est un point très important, parce que tout le monde n'est peut-être pas aussi abouti que certains processus, comme chez Michelin ou autres. Donc déjà, c'est un point qui me semble très important parce que avec la raison d'être, certes, on touche au substantiel,
Mais je pense vraiment que c'est le cadre indispensable pour gérer efficacement tout dialogue avec les parties prenantes au bénéfice de tous et de l'entreprise. Alors, une autre clé, et incontestablement, j'y reviens, pardon, mais l'établissement de ponts entre ce comité des parties prenantes, le COMEX, le conseil, le comité en charge de la RSE pour mettre en place une réelle synergie. J'insiste sur l'idée de synergie. Cela passera notamment par la dynamique dans les échanges, non pas en termes d'opposition d'intérêts, mais on retrouve ce terme de co-construction. Ce qui se passe chez Michelin actuellement. Absolument. Par un compte-rendu des travaux du comité des parties prenantes aussi, c'est important au conseil d'administration, et un retour en tant que de besoin sur des interrogations des parties prenantes. Et enfin, peut-être, un nouveau champ de responsabilité, j'emploie le terme responsabilité au sens non juridique, au sens de mission, pour les administrateurs indépendants, en leur demandant d'être particulièrement vigilants pour la prise en compte des intérêts à court et long terme des parties prenantes. Je pense que ça peut être une piste, vraiment une piste à creuser. Donc, de votre côté, Antoine Sautenay, chez Michelin, comment sont définis et organisés les travaux de votre comité des parties prenantes ? Alors, la définition et l'organisation des travaux du comité groupe des parties prenantes est établie par un comité de pilotage au sein du groupe qui est composé de l'un des deux gérants du groupe, co-gérant du groupe Yves Chapeau, mais également de 3 autres membres du comité exécutif, notamment la directrice de la communication, de l'engagement et des marques de l'entreprise. Et le rôle de ce comité, c'est fondamentalement de travailler sur la question de la composition de ce comité des parties prenantes, notamment à la fin du mandat, et fixe également sur recommandation de la direction au développement durable l'agenda des sujets qui seront abordés lors de la rencontre annuelle d'un peu plus de 2 jours, qui a lieu donc tous les ans au mois d'octobre ou au mois de novembre. Cette réunion de 2 jours, avec une journée entière de travail, est organisée entre les parties prenantes et le comité exécutif. Et le point central de cette réunion, c'est bien la transparence et la création d'un climat de confiance entre le comité des parties prenantes d'une part et les membres du comité exécutif d'autre part, qui est l'élément central qui permet au fond d'enrichir la stratégie tout durable. Pour vous donner l'exemple de la dernière réunion des parties prenantes, elle a eu lieu, donc c'était la 8e, elle a eu lieu en présentiel sur le site industriel de Blanzy, en France, et elle s'est tenue les 4 et 5 octobre 2023. 2 thématiques ont été abordées et ont fait l'objet d'un travail en commun, donc un atelier de travail qui mixait à la fois les parties prenantes et les membres du comité exécutif, sur l'allocation d'énergie renouvelable aux clients, je l'ai évoqué précédemment, et également la démarche du groupe Michelin sur la manière d'exercer son devoir de vigilance auprès de ses fournisseurs au-delà du rang 1. Au fond, comment on anticipe la future directive CS3D pour un groupe comme Michelin. Et donc, avec qui les conclusions et recommandations de votre comité groupe des parties prenantes sont-elles partagées au sein de Michelin ? Êtes-vous amené à les rendre publiques ? Elles sont publiques, mais fondamentalement, les conclusions et les recommandations sont à l'usage du leadership du groupe. C'est simplement une mention des thématiques qui sont abordées et qui figurent dans le document d'enregistrement universel du groupe, dans son chapitre 4. Mais ce sont des règles, nous appliquons les règles de Chatham House, donc une forme de confidentialité. C'est ce qui nous permet au fond de garantir cette transparence. Donc nous accordons une importance singulière à préserver, à maintenir ce climat de confiance, ce qui rend effectivement la publication in extenso de ces réunions des parties prenantes impossible. Et comment s'organisent les relations entre le comité groupe des parties prenantes et le conseil de surveillance et le comité RSE également ? Alors à ce jour, il n'existe pas de relation qui soit institutionnellement mise en place, mais ces dynamiques d'articulation entre le comité des parties prenantes et le conseil de surveillance, parce que nous sommes une société en commandite, et notamment son comité RSE existe, et donc nous faisons en sorte que pour chaque comité RSE, nous puissions faire état de l'essentiel des discussions qui ont été abordées avec les parties prenantes lors de cette rencontre annuelle en octobre ou en novembre. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous avez pu rencontrer dans la gestion de ce dialogue avec les parties prenantes et quels écueils faut-il éviter ? Nous n'avons pas connu de difficultés fondamentales. Le plus délicat sans doute est de choisir soigneusement les sujets à approfondir lors des sessions en physique avec les parties prenantes. Et pour ce faire, pour éviter les difficultés, il s'agit d'impliquer au maximum les départements en interne pour affiner des questions sur lesquelles le groupe pourra se faire challenger en toute transparence par les parties prenantes d'une manière à la fois ouverte et honnête. Au fond, nous posons des questions comme un dilemme que nous devons résoudre et c'est ces dilemmes
que nous mettons à l'appréciation des parties prenantes. Donc, il est essentiel pour nous de tirer parti des retours du comité et ensuite de pouvoir enrichir notre stratégie de développement durable. Lors des rencontres annuelles avec le comité exécutif, nous faisons état de la manière dont le groupe a tenu compte et intégré les avis et les commentaires des parties prenantes de manière régulière dans sa politique ou dans ses politiques sur le développement durable. Alors, comme nous le montre l'exemple du groupe Michelin, organiser un dialogue transparent avec les principales parties prenantes permet à l'entreprise d'appréhender de manière différente son impact sur le monde, de changer certaines de ses pratiques, mais aussi de se prémunir de mises en cause dommageables à son image. Pensez-vous, Anouta Adam, que les entreprises et leurs conseils ont suffisamment pris la mesure de cet enjeu et que leur recommanderiez-vous ? Je trouve intéressant, là encore, de se référer au jugement précité du tribunal de Paris dans ses considérants qui fait clairement passer le message de la nécessité de respecter le plan de vigilance pour éviter justement des mises en cause dommageables à l'entreprise et des litiges. Maintenant, pour autant, si finalement les entreprises, très souvent, il y a beaucoup de bonnes intentions, il y en a qui vont au bout, il y en a d'autres qui tentent d'aller vers le bout, mais finalement, presque toutes souhaitent nouer des relations constructives avec leurs parties prenantes, mais jusqu'à présent du moins, elles ne savaient pas trop comment progresser dans cette voie parce que cela impose une connaissance précise de ses partenaires, une culture de dialogue et une acceptation du partage du pouvoir et de la valeur créée. Et ces deux derniers points étant loin d'être évidents pour certaines d'entre elles, hein. Et si la démarche est probablement plus propice pour les entreprises qui ont adopté une raison d'être, hein, j'y reviens, il faut bien constater que c'est avec des niveaux d'engagement des plus variables et on est loin de recourir l'ensemble du champ des acteurs économiques. Un basculement semble néanmoins inévitable avec la mise en œuvre de la CSRD, du moins pour les entreprises concernées. Et en fait, cette nouvelle réglementation, c'est un peu quelque part une révolution parce que elle institutionnalise en quelque sorte le dialogue avec les parties prenantes. Plus généralement et en accompagnement de cette évolution, le conseil d'administration a là, à mon avis, un rôle clé pour challenger et encourager le management en faisant une opportunité de cette évolution. Il s'agit de s'engager dans une voie qui garantira la pérennité et le succès à long terme de l'entreprise et du groupe, en s'alignant ainsi avec les besoins de la société civile, en interaction avec leur écosystème et la planète à préserver. Alors Antoine Sautenay, ma dernière question sera pour vous. La presse s'est largement fait l'écho ces derniers jours de l'annonce du groupe Michelin de garantir un salaire décent ainsi qu'un socle universel de protection sociale à l'ensemble de ses salariés. Pourriez-vous nous en dire un peu plus et surtout nous expliquer la genèse de cet engagement ? Alors, ce programme sur le salaire décent et le socle universel de protection sociale a été lancé en 2021 dans un contexte tout à fait particulier, puisque c'est la crise Covid qui a été un moment de très grande attention portée à l'ensemble de nos employés, et plus particulièrement aux équipes en usine qui ont été impactées par des baisses ou des arrêts d'activité. Et donc, lancer un tel programme, salaire décent, socle de protection universelle, constituait une opportunité de corriger les éventuelles disparités de rémunération à travers une mise en œuvre rapide, mais réaliste. Donc ce programme reflète, je crois, et c'est une fierté pour l'ensemble des employés du groupe Michelin, le fait que les personnes et nos employés ont toujours été au cœur de notre projet d'entreprise, et ce, depuis la création du groupe. Et sur le fond de ce programme, Antoine Sautenay ? Alors, sur les deux niveaux, d'abord, sur le salaire décent, il est défini comme la rémunération permettant à chaque salarié de subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Un couple et 2 enfants. Et qu'est-ce qu'on définit par besoins essentiels ? Eh bien, ça recouvre l'alimentation, le logement, le transport, l'éducation des enfants, les frais de santé, mais également constituer une épargne de précaution et d'acquérir des biens de consommation. Et donc, nous mettons en œuvre ce salaire décent pour tous les salariés du groupe. Je le rappelle, environ un peu plus de 130 000 employés au niveau mondial, avec une certification qui s'appelle Global Living Wage Employer de l'ONG Fair Wage Network, qui est une ONG qui est reconnue mondialement. Le deuxième niveau, c'est bien ce socle universel de protection sociale que nous avons mis en œuvre, que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le cadre du programme Michelin One Care. Et ce programme garantit à tous les salariés du groupe dans le monde un ensemble d'avantages sociaux autour de 3 priorités. Alors quelles sont-elles ? Priorité numéro 1, offrir du temps pour accueillir un enfant avec la mise en place d'un congé maternité ou d'adoption de 14 semaines minimum
et d'un congé paternité ou d'adoption de 4 semaines minimum, rémunéré à 100%. Priorité numéro 2, protéger la famille d'un salarié décédé, avec le versement d'un capital décès d'au moins 1 an de salaire réel et d'une rente d'éducation pour les enfants jusqu'à la fin des études supérieures et quelle que soit l'ancienneté du salarié. Axe numéro 3, proposer un accès à un programme de santé pour tous les salariés et leurs familles via une couverture santé couvrant non seulement l'hospitalisation ou les urgences, mais aussi des éléments essentiels comme les soins maternité, les consultations ou les soins ambulatoires. Nous allons achever cette émission. Donc, en guise de conclusion de cet échange fort intéressant, est-ce que vous auriez un dernier mot à partager avec nos auditeurs? On va commencer par vous, Anne Houtin-Adam. Alors, mon dernier mot. J'arrive. Il portera sur la nécessité de mettre la création de valeurs partagées au cœur de la stratégie. Et c'est un des messages du président de l'IFA, Denis Terrien, dans une tribune toute récente aux Échos, message que je soutiens car cette démarche est indissociable d'un engagement fort des administrateurs à l'égard des parties prenantes. Et j'ajouterais, si vous me le permettez, la morale de l'histoire. Alors je n'y résiste pas. M'inspirant cela d'un article qui est paru tout récemment, ce week-end, dans un grand quotidien. Ce sera le chant du colibri. C'est la légende amérindienne qui veut qu'un colibri de quelques grammes a pu, par sa seule résilience, convaincre chaque habitant d'une forêt de prendre sa part pour venir à bout d'un incendie qui était en train de la ravager. Effectivement, c'est ce que nous pouvons nous souhaiter collectivement. Merci. Et pour vous, Antoine Sautenay? Je crois au fond qu'on est au tout début d'une modification en profondeur de la gouvernance avec cette consultation plus systémique des parties prenantes. Et nous l'avons dit, la CSRD, la CS3D sont des éléments qui vont dans ce sens-là. Mais pour moi, le message clé, c'est que nous sommes au-delà même et nous devons être là au-delà de la question de la conformité réglementaire. Et j'appelle cette modification de la gouvernance de mes vœux. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons tout intérêt à élargir le champ de la consultation des parties prenantes et de réfléchir au-delà du continent européen. Mais nous sommes en train d'étudier au sein du groupe la manière dont nous pouvons lancer des consultations et de créer des consultations de parties prenantes en Amérique du Nord, en Asie, pour rendre beaucoup plus robuste, beaucoup plus élargie la manière dont nous pouvons et nous devons enrichir notre conception du développement durable au niveau mondial. Un grand merci à tous les deux pour nous avoir offert un large panorama des enjeux et des bonnes pratiques en matière d'organisation et de gestion du dialogue avec les parties prenantes. C'est aujourd'hui pour les entreprises un sujet crucial pour accompagner efficacement la transition de l'économie et des modèles d'affaires. La gouvernance doit donc se saisir de la question des parties prenantes dans toutes ses dimensions et sans tarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Jean-Jacques, poursuivons cette émission avec le tour d'horizon de l'actualité de la gouvernance. Commençons par la simplification de la réglementation de l'activité des entreprises dont le ministre de l'économie a fait un sujet majeur. À cet effet, il a déposé un projet de loi et lancé un chantier. Effectivement, Pierre-Yves, le projet de loi, pour commencer par lui, sera examiné à partir de juin. Il relève du fourre-tout, peut-on dire, de sorte qu'il est difficile d'en faire une présentation sans risque de tomber dans un inventaire de détails. Signalons donc au moins 2 propositions. D'une part, le projet envisage de supprimer la totalité des formulaires administratifs CERFA, il y en aurait 1200. D'autre part, il propose une simplification du bulletin de paie. Osons une remarque. Supprimer les formulaires papier, CERFA, c'est sûrement une bonne chose. Mais s'il s'agit simplement de les remplacer par des déclarations par voie d'Internet, où sera la simplification pour les usagers? Par ailleurs, le projet de loi habilite le gouvernement à réformer, en particulier le droit des contrats spéciaux, c'est-à-dire la vente, la prestation de services, le mandat, le bail, le prêt, etc. Et qu'en est-il du chantier de la simplification? Ce chantier porte sur ce qu'on pourrait appeler la décroissance du Code de commerce. Dans un premier temps, le ministre a évoqué sa division par 2, mais dans un élan élagueur, il a changé de braquet en proposant la suppression de 6000 des 7000 articles du Code, vaste programme. Sans contester l'intérêt du principe de simplification des normes, en particulier des normes formelles, avouons qu'on reste un peu dubitatif sur la faisabilité d'un tel chantier. Outre qu'un grand nombre des règles du Code ne sont pas des exigences de forme, mais de fond, que nombre d'entre elles ont été réclamées par les entreprises elles-mêmes au fil du temps, que beaucoup sont d'intérêt général et d'autres incontournables,
car imposée par l'Union européenne. Mais la complexité des lois tient aussi à la complexité croissante et la diversité grandissante des activités économiques. Absolument. Et il ne faut pas non plus oublier la préoccupation de plus en plus prégnante de la préservation de l'environnement au sens le plus large du terme. Est-ce que l'IA permettra de faciliter ce travail de simplification ? Sans doute. Mais remplacer des textes qui peuvent être lus par tout un chacun par des algorithmes opaques aux yeux du plus grand nombre ne sera pas forcément un progrès. C'est donc un sujet que nous ne manquerons pas de suivre sur ces ondes. Continuons ce tour d'actualité. Avec l'ambition déclarée de renforcer l'attractivité de la place de Paris, une proposition de loi a été déposée par un député, M. Holroyd. Oui, et cette proposition a été établie à partir d'un projet concocté par Bercy. Intérêt de la manœuvre, aller vite en échappant à l'étude d'impact et en évitant le passage préalable au Conseil d'État. Plusieurs thèmes sont abordés dans cette proposition. Oui, et 2 en particulier ont retenu notre attention. Le plus emblématique et le plus discuté est relatif à la création d'actions de préférence à droit de vote multiple lors d'une première cotation. L'idée est de permettre aux fondateurs d'une société de se financer rapidement sur le marché sans perdre la maîtrise de leur entreprise. Il s'agirait de concurrencer certaines places européennes qui le permettent déjà, en particulier Londres et Amsterdam. Rappelons que jusqu'à présent, la seule dérogation permise dans les sociétés cotées concerne le droit de vote double pour les actions nominatives des actionnaires fidèles. Sur le fond, que contient la proposition ? Les droits de vote multiples pourraient être en nombre illimité pour une première cotation sur un marché réglementé, c'est-à-dire Euronext en France, et limité à un multiple de 25 pour une introduction sur un système multilatéral réglementé, Euronext Gross, en France. La création de ces actions de préférence à droit de vote multiple serait encadrée. Elle ne pourrait être créée qu'au bénéfice de personnes nommément désignées et les droits de vote multiples ne seraient pas transférables. Par ailleurs, elle ne pourrait être créée que pour un maximum de 10 années, cependant renouvelable une fois pour 5 ans sur décision d'une Assemblée générale extraordinaire dans laquelle leur titulaire ne pourrait pas voter. Enfin, elle ne conférerait qu'une seule voix pour diverses décisions, dont la désignation des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et les modifications statutaires autres que les augmentations de capital. Cette proposition est déjà très contestée, Jean-Jacques. En effet, d'abord, et ce n'est pas surprenant, par nombre d'investisseurs et de fonds d'investissement, et à leur tête par l'Association française de la gestion financière, l'AFG. Mais il est également très contesté par l'AMF. Cette autorité demande que le multiple soit limité à 10 pour les introductions sur un marché réglementé, et sa commission épargnant est encore plus exigeante en demandant une limitation à 5. D'autres avis exprimés sur le sujet ? Oui, le Haut Comité juridique de la place financière de Paris, le HCJP, avait réalisé en 2023 une étude très approfondie, en particulier dans une perspective comparée, et avait proposé de plafonner à 10 le nombre de droits de vote pour une durée limitée à 7 ans. Il avait également préconisé de revenir à la règle « une action égale une voix » pour le vote du CNP et des conventions réglementées. Dans le prolongement de la proposition Holroyd, un projet de directive dite Listing Act envisage également de permettre la création d'actions à droit de vote multiple en laissant une très grande liberté aux législations nationales. Second thème de la proposition de loi que vous souhaitiez évoquer, Jean-Jacques. Pour en rester aux propositions relatives aux droits des sociétés, le projet Holroyd prévoit aussi de favoriser les augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription pour faciliter le financement externe, en particulier en augmentant la décote autorisée, ce qui fait également naître des réserves de la part des représentants d'investisseurs. Encore un sujet qui va soulever beaucoup de discussions et dont nous rapporterons dans cette émission tous les développements. Autre sujet, Jean-Jacques, le report de la mise en œuvre des normes européennes d'information en matière de durabilité, ou ESRS, mais pour celles dites sectorielles. On le sait, les 2 premiers jeux de normes techniques ESRS proposés par l'EFRAG et adoptés par la Commission européenne portent sur les exigences générales, ESRS 1, et les informations générales à publier, ESRS 2. À cela s'ajoutent les normes thématiques couvrant les sujets relatifs à l'environnement, le social et la gouvernance. Toutes ces normes sont applicables dès 2025 selon le calendrier que nous avons déjà présenté sur ces ondes. À ces normes générales doivent en effet s'ajouter rapidement une série de normes sectorielles et d'autres spécifiques pour les PME.
Mais devant le tollé des entreprises concernées face au flot de ces normes, l'Europe a reporté de 2 ans leur ratification, soit en 2026. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises qui sont déjà en train de réaliser un travail colossal pour se conformer à la CSRD. Avant de clôturer ce tour de l'actualité, de la gouvernance, quelques brèves à partager avec nos auditeurs. Commençons par la directive européenne sur le devoir de vigilance. Oui, pour signaler qu'elle a été définitivement adoptée. Pour l'essentiel, elle est proche de la loi française de 2017. Cependant, elle abaisse à 1 000 salariés le seuil d'application, là où il est de 5 000 en France ou 10 000 dans le monde pour les sociétés françaises actuellement. À noter aussi, une autorité nationale devra être désignée dans chaque pays qui devra pouvoir contrôler sa mise en œuvre et surtout aura le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Même si le calendrier d'application est encore un peu éloigné, entre 2027 et 2029, il faudra rester en veille sur le sujet. Autre thème d'attention, la mise à jour du code AFEP-MEDEF sur 2 aspects importants liés aux enjeux de responsabilité sociale et sociétale en matière de gouvernance. Pour le premier, on sait que le code AFEP-MEDEF prévoit que la stratégie RSE, en particulier le volet climatique, doit être présentée à l'AGO tous les 3 ans. La nouvelle version du guide précise que cette présentation n'impose pas un vote, mais que la société peut néanmoins en faire un point au sens juridique de l'ordre du jour qui débouchera sur un débat sans vote, voire permettre un vote purement consultatif. En cela, l'AFEP-MEDEF rejoint les propositions du Haut Comité juridique de la place financière de Paris et de l'AMF. Pour le second aspect, le nouveau guide précise les conditions de constitution et de fonctionnement du comité RSE dans la perspective de l'entrée en vigueur des obligations de reporting de durabilité. Ce tour d'horizon de l'actualité est maintenant terminé. Avant de refermer ce journal, quels sont vos conseils de lecture pour nos auditeurs ? Je leur suggère de prendre connaissance du guide Sécurité numérique et gouvernance qui vient d'être publié par l'Institut français des administrateurs. Il fait écho à notre émission du 30 mars 2023 qui abordait le rôle de la gouvernance des entreprises dans la supervision des enjeux de cybersécurité. Cette émission est toujours disponible sur notre application mobile Radio KPMG. Je compléterai vos conseils, Jean-Jacques, en invitant nos auditeurs à nous suivre sur nos pages LinkedIn, KPMG France, KPMG Business Experience et bien entendu KPMG Avocat. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter sans modération les précédentes émissions de Défi Gouvernance qui restent d'actualité, ainsi que les autres émissions diffusées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Nous arrivons au terme de cette édition, nous espérons qu'elle vous aura permis de mieux cerner l'importance du dialogue avec les parties prenantes et le rôle que la gouvernance doit jouer à cet égard. Merci pour votre fidélité, vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Nous vous retrouverons avec grand plaisir le 9 juillet prochain pour une nouvelle émission.